Et on va continuer, donc on reste à la microtonalité avec Julien Junot, que j'ai le plaisir maintenant de présenter tout brièvement, parce que c'est un ancien étudiant à TIAM, du master à TIAM de l'IRCAM. Et ses travail sur les cloches diatoniques, en fait, c'est un travail aussi qui est parti d'un compositeur, Pierre Odetta. Alors, il venait du jazz, il venait d'une problématique qui était très simple, comment utiliser la symétrie du piano, la symétrie du ré, la symétrie des deux rucks pour développer un solfège basé sur la symétrie. Et donc, c'est là que Pierre Odetta est arrivé à cette représentation de la cloche diatonique pour le système, disons, heptatonique, division de l'octave en 12 parties, et donc la gamme de 7 sons. Et donc, ce travail, mené toujours en collaboration avec Julien Junot, est maintenant élargi au monde microtonal. Donc, Julien, c'est à toi de nous présenter ton atlas interactif et visuel et sonore des modes microtonaux. Voilà, merci Moreno. Tout le monde m'entend? Merci. Oui. Ok, alors, merci à toutes et à tous d'être en ligne ce matin. C'est pour moi un grand plaisir de présenter ce projet qui, comme tu l'as dit Moreno, c'est le fruit d'une longue collaboration entre la Pierre, qui est musicien, puis moi qui arrive avec mon bagage scientifique. Et donc tout est parti un petit peu de cette intuition, de cette bonne idée qu'a eu Pierre au début de trouver une manière de cartographier les modes du jazz et les autres. Et ensuite, nous avons continué à discuter pendant toutes ces années, pendant que moi je m'occupais de la partie modélisation, validation mathématique, on va dire, et de l'implémentation sous forme d'un site web qui est accessible en ligne à tout le monde. Donc c'est en fait, le résultat de ce projet, c'est une base de données qui contient un peu plus de 5,5 millions de modes, avec des manières de les visualiser, de les représenter graphiquement. C'est un petit peu pour ça que j'étais venu faire mon master à l'époque dans l'équipe de Moreno, ouais, des représentations musicales, et aussi de les écouter. Alors peut-être juste un point auquel il faut être attentif pour faire le lien avec l'exposé de François Paris avant, qui parlait de découper les microtons, la microtonalité à la hache. Là, comme c'est vraiment un travail plutôt de combinatoire, on est dans des tempéraments égaux à, entre 5 et 24 tons. Donc on les a vraiment découpés à la hache. La question là n'est pas les accordages, les tempéraments, mais vraiment un peu de combinatoire des notes. Alors justement, pourquoi amasser une telle quantité de notes dans une base de données, un site web? Eh ben, je vais peut-être commencer par un petit rappel de ce qu'est un mode, qui est finalement quelque chose de tout simple. Mais je dirais la façon dont on va l'utiliser dans ce projet, dont on le considère, c'est plutôt comme une contrainte créative. Et on considère les échelles comme des réservoirs de notes à disposition de la composition musicale, enfin de la création musicale, que ce soit composition ou improvisation. Et puis, chaque échelle comprend donc plusieurs notes. Ça, c'est une distinction qui est surtout importante en jazz. Et là, vous avez l'exemple du mode dorien, qui est un peu le centre de notre monde, de notre atlas microtonal, un tempérament habituel. C'est donc le mode de ré. Je vous fais juste écouter. Voilà, une fois en mode ascendant, une fois en mode descendant, et vous voyez cette fameuse symétrie qui était un peu la base de tout ce projet, que vous retrouvez sur le clavier du piano, sur une portée en clé de fa. Vous voyez ici vraiment l'aspect symétrique de ce mode. Hem, alors, donc quelle importance revêtent ces modes qui, comme ça, ont l'air d'être juste du matériau brut? C'est qu'ils ont inspiré tout un courant du jazz à la fin des années 50, et qui s'appelle le jazz modal. Et là, je pense que le morceau So What de Miles Davis est un peu emblématique de ce mouvement. Et en plus, il a l'heureuse coïncidence d'être justement dans ce mode de ré, dans ce mode dorien. Je vous le fais écouter. Voilà, alors c'est cette utilisation des modes dont les pianistes de jazz, Pierre a donc une formation de pianiste jazz avant de s'être lancé dans la musique électronique, avec lesquels qui occupe beaucoup les étudiants de jazz dans les écoles. Et lui, la question qui s'est posée un petit peu, c'était
voilà, il existe en gros, 6 échelles qui sont abondamment utilisées dans le répertoire de jazz, usuel, chacun avec 7 modes, donc une quarantaine de modes. Est-ce qu'il en existe d'autres? Alors là, vous avez quelques exemples et ben, il s'est lancé un petit peu, tout seul au début, de façon empirique, à développer un algorithme maison pour dresser, la liste de tous les modes. Il y est arrivé. Ce qui alors il n'est pas le seul à s'être posé la question évidemment. Ce qui est original, c'est justement cette représentation graphique que vous voyez là et qui nous informe que la réponse à la question: «Combien de modes, combien d'échelles heptatoniques?» donc à 7 notes dans les habituelles 12 notes de l'octave, s'élève à 66 échelles qui, chacune contenant 7 modes, ça nous donne 462 modes. Et ça, c'était un petit peu le point de départ, de ce projet. Ensuite, voilà, ce projet, ben, c'était un peu le fruit d'une heureuse rencontre entre Pierre qui cherchait un répondant, dans le monde de la science, et moi qui cherchais un répondant dans le monde de la musique, pour un petit peu échanger nos idées et discuter, toutes nos questions que nous nous posions et puis qu'on continue à nous poser. Alors donc vous avez ici cette, représentation graphique, donc cette carte des modes, heptatoniques. Heu, Ensuite, la première chose que nous avons faite, c'était à l'époque où j'étais chez Moreno, d'utiliser tout un arsenal, de combinatoires et d'algèbres pour, valider la méthode, régénérer une cloche de façon, automatique, informatique, pour voir qu'elle correspondait bel et bien à ce qu'avait fait Pierre au début. Et puis une fois que nous étions en possession de tous ces outils, heu, informatiques, et ben, j'ai tout de suite pu générer une cloche, pentatonique qui est évidemment les modes pentatoniques sont un peu les compléments, des heptatoniques. Et puis, ça c'était le nous en étions là en 2008 avec, un site web, qui permettait déjà de visualiser avec des exemples MIDI et toute cette sorte de choses. Et je me suis dit: «Mais finalement, on pourrait généraliser encore plus loin», et c'était un peu, je dirais, une suite inattendue à ce projet, qui était: «Mais est-ce qu'on pourrait appliquer cette méthode, puisque c'est finalement un algorithme de construction de cartes de mode, est-ce qu'on peut l'appliquer à d'autres divisions de l'octave?» D'autres tempéraments dans le sens, un peu combinatoire des totaux chromatiques à 11, 12, 13, 14, et cetera notes. Alors la réponse est, heu, est que c'est possible. Et puis, hem, ce que nous pensions aussi, un petit peu, que ce qui nous motivait dans ce projet, c'était que cette cloche diatonique, avait un petit peu, suscité notre curiosité, je veux dire. Et je pense que ça, une de ses valeurs, c'est que c'est vraiment, un outil de découverte pour partir à la base des modes, parce qu'il permet de répondre à 2 questions, qui est, comment, savoir s'il existe d'autres modes que ceux que l'on connaît déjà? Et puis, si on va les chercher, à quoi ressemblent-ils? Et puis, la question est d'autant plus, importante, je dirais, pour le monde, microtonal, duquel j'étais pas du tout familier à l'époque. Je suis pas vraiment, je suis pas un grand compositeur comme, microtonal, mais, je me disais que ces outils pouvaient, justement, répondre un petit peu à ces questions et puis aider à l'exploration, à la découverte de ces modes microtonaux. Alors le problème qui se pose tout de suite est de se poser la question: mais quelle est l'étendue de cette terra incognita de modes? Alors vous voyez que pour un total chromatique de 12, on a encore un nombre, relativement, je dirais, raisonnable, d'échelles. Par contre, si on arrive au quart de ton, avec une décomposition de l'octave en 24 tons, on arrive à, pour certaines combinaisons, à 104 000 échelles. Si vous multipliez ça encore par 11, qui serait le nombre de modes pour chaque échelle, vous arrivez aux millions de modes pour, ce genre de configuration. Alors il y a le problème de la de la taille, je dirais, du tas de foin qui devient énorme, et puis de la difficulté de trouver, où se trouvent les aiguilles intéressantes pour la musique, pour la composition ou la pratique musicale dans cet immense tas de foin. Un autre problème qui se pose, bah, il a été, en partie évoqué déjà, dans l'exposé précédent, c'est comment jouer ces notes une fois qu'on les a. Alors, là, ça m'a amusé de trouver cette image-là sur internet, parce qu'on voit un clavier qui est réalisé, par des bricoleurs, des makers, de façon, matérielle, qui implémente ce que j'ai réalisé de façon logicielle, je dirais, sur ce site des cloches diatoniques, à savoir un réarrangement de de du clavier de piano. Parce que la question finalement,
sur la première version du site, où on n'avait que les notes, je dirais traditionnelles, il était facile de donner des exemples, avec des fichiers MIDI, et là, ça n'est plus possible avec de la microtonalité, à moins de tous se mettre d'accord sur les réglages de pitch bend, des bricolages de ce genre qui sont pas forcément, satisfaisants. Et notamment, Pierre avait fait toute une, heu, une installation intéressante dans Logic, dans l'environnement de Logic, où il avait programmé des mappings entre les touches et des permutations de notes pour pouvoir jouer dans d'autres modes, dans d'autres, échelles, de la musique, en live. Alors, donc pour répondre un petit peu à ces 2 problèmes, on est parti de ce qu'on avait, à savoir ces cloches diatoniques qui sont des cartes de mode et qui nous permettent de comprendre un petit peu le mode dans son contexte, je dirais. Alors, vous voyez que sur ces cartes, chaque carré représente un mode et il a 2 coordonnées. Alors, quelles sont ces coordonnées? Une, c'est ce que j'appellerais un axe des modes, l'axe horizontal, ou qui fixe la position de chaque mode, la fondamentale de chaque mode sur, sur le cycle des quintes. Donc, ça, je ne vais pas vous faire écouter le cycle des quintes, je pense que la plupart de vous les connaissez déjà. Mais ce qui est intéressant, c'est que, ça correspond aussi à une notion, connue dans le jazz, qui est le degré de clarté, d'obscurité, qui est, une généralisation du caractère mineur ou majeur, des modes. Donc, tout à gauche, vous aurez le mode de fa. Alors, je les ai mis ici les 2 sur, la même fondamentale do, mais en fait, ça serait sur la cloche diatonique, le mode de fa, le mode lydien. Je vais vous faire écouter, qui est plus majeur que l'habituel, mode de do, souvent appelé gamme majeure, que je vais vous faire écouter. Et à l'opposé, vous avez le mode locrien qui est encore plus mineur que le la mineur, que je vais vous faire écouter aussi. Donc voilà, alors si on fait partir tous les modes de do, vous voyez qu'il y a beaucoup de dièses à gauche, beaucoup de bémol à droite, et en fait cet axe, correspond un petit peu à une transformation progressive des dièses en bémol. Et le 2e, axe, l'axe vertical que j'ai appelé, axe des échelles, donne un petit peu, une progression du caractère diatonique vers le caractère chromatique des échelles. C'est-à-dire que tout en haut, vous avez, les notes naturelles, ici, l'échelle diatonique, représentée dans toute sa symétrie sur, sur le sur cette portée, ici sur le cycle des quintes. Et à l'opposé, vous avez, l'échelle la plus ramassée, je dirais, qui est le cluster chromatique, heu, qu'on atteint en fait en ajoutant progressivement des bémols et des dièses. Donc il y a une progression des notes naturelles vers les notes les plus altérées tout en bas, et ce toute le un petit peu l'astuce de cette construction consiste à considérer chaque note comme étant, issue de l'altération d'une note naturelle. Donc on altère progressivement les échelles, et puis ceci permet de les classer, de créer un classement d'échelles. Si on les prend un petit peu toutes dans le désordre, pour les comparer, il faut d'abord, les centrer autour de l'axe symétrie du ré, et ensuite, par étalement progressif, donc chaque ajout d'une altération conduit à un écartement sur le cycle des quintes, permet d'obtenir ces formes caractéristiques, de ces cartes, une forme de cloche avec les échelles, diatoniques les plus resserrées en haut et les chromatiques les plus étalées en bas. Ça, c'est un petit peu la ce qui explique le nom de ce système. Alors, une fois qu'on sait trouver des modes en se promenant par exemple sur ces cartes, encore faut-il pouvoir, se rendre compte un petit peu de leur nature. Alors une première chose qu'on aimerait faire, ce serait de pouvoir les écouter, et puis, pour ça, ben, se pose toujours la question des instruments de musique avec lesquels on peut jouer la musique microtonale. Alors je vais commencer par vous faire écouter un exemple que j'aime beaucoup, qui est donc un prélude pour 2 pianos, chacun accordé à un quart de ton de différence, qui permet, à un piano dont le problème évidemment qu'il a ses 12 notes fixes, parce que tous ces problèmes ne se posent pas avec des chanteurs ou des violonistes qui peuvent atteindre, toutes les fréquences. Mais le piano, pose évidemment problème avec, son clavier rigide, ses notes, et ses touches, accordées d'avance. Donc le truc à utiliser Wisniewski ici est de prendre doubler les pianos et puis de décaler d'un quart de ton l'un par rapport à l'autre, et voilà un petit exemple de ce que ça peut donner.
Ouais, alors la première fois que j'ai écouté cet exemple, je ne sais pas si pour celles et ceux d'entre vous qui ne le connaissent pas encore, ça surprend un petit peu. On aurait presque l'impression d'écouter un disque vinyle qui déraille un petit peu, qui pleure parce qu'on est habitué aux sonorités, à l'accordage habituel du piano. Par contre, il y a un autre exemple, je crois qui fait partie un peu des exemples classiques, mais qui a toujours, qui est un exemple de musique, microtonale qui n'a jamais choqué personne au point que ça avait même, enthousiasmé Debussy à l'époque quand il l'a découvert, au salon universel. Je vous le fais écouter, ce sont les gamelans balinais. Voilà, alors, le j'ai suivi un petit peu les idées, qui sont présentées dans le livre de Setarès sur les les timbres et l'interaction qu'il y a entre les timbres et les échelles et je me suis dit, aussi après avoir entendu c'était Thomas Knoll qui était venu présenter à l'IRCAM un exemple tout à fait convaincant de synthèse, de son synthétique, fait pour un jeu microtonal. Alors je me suis dit: je vais essayer, il faut que je crée des sons pour, ce site, microtonal avec ces exemples microtonaux. Donc je vais simplement faire de la synthèse additive en prenant des sons avec 8 harmoniques et je vais désaccorder certaines harmoniques pour qu'elles tombent sur les fréquences, du tempérament égal à 13 tons. Donc heu, ça vous donne un petit peu les 13 tons de la gamme que je vais vous faire écouter ici avec les sons que vous trouverez sur le site. Alors ça, c'est peut-être pas très parlant, mais si vous regardez un petit peu, comment ces sons se composent et s'assemblent, si on les joue en arpège et en accord, ça vous donne ceci. Et là, on voit bien sur ce spectrogramme comme les fréquences, tombent, des sons tombent un peu les uns dans les autres et puis évitent les les frottements, de la rugosité du timbre qu'on peut avoir. Alors évidemment, une note seule ne suffit pas à caractériser un mode. Alors c'était une longue discussion avec Pierre aussi pour savoir, quels exemples choisir. L'idée, c'était que l'internaute qui arrive sur ce site puisse un peu zapper, naviguer de mode en mode, essayer d'écouter avec des exemples, tous, ayant la même structure, mais faisant ressortir la caractéristique de chaque mode. Alors c'était facile avec des fichiers MIDI à l'époque où nous avions, le site avec seulement les 12 notes. Ça devenait plus compliqué, parce que c'était plus possible, avec, avec la microtonalité. Donc, là, le parti que j'ai choisi, c'était de préparer des notes à l'avance, celles que vous venez d'entendre, et puis d'avoir une espèce de séquenceur en ligne qui joue, des petits motifs, assez simples. Alors si on a du temps à la fin de la présentation, que je peux vous faire un peu écouter à quoi ça ressemble. Et puis, on n'aimerait évidemment pas seulement écouter, des exemples, on aimerait pouvoir jouer aussi. Et là, vous avez 2 exemples, de de prototypes d'instruments microtonal. Il y a un clavier harmonique de Bosanquet et puis, un clavier pour jouer des quarts de ton et vous voyez que ça en fait, ça demande une redisposition complète, repenser la disposition des touches du piano. Parce que si on je voulais en rester avec nos exemples de clavier et de piano que nous avions dans la première version du site. Alors, le modèle que j'ai retenu est celui du clavier diatonique, qui reprend en fait, toutes les bonnes, je dirais les bonnes propriétés du clavier de piano, à savoir des touches blanches qui contiennent toutes les notes diatoniques d'une échelle de référence, hem, à laquelle on ajoute, les notes complémentaires qui font pas partie de cette gamme de référence, qui apparaissent sous forme de touches noires et viennent se glisser entre les touches blanches. Donc, les touches blanches ne changent pas, ce sont les noirs qui se déplacent et puis suivant le total chromatique, vous avez une variation de position. Là, on retrouve, le clavier habituel et ainsi de suite avec, l'autre chose qui change, c'est l'écartement, de de l'octave. Enfin, si on reste à 7 notes, on aura toujours, le même écartement, mais si on prend des échelles, à 8, 9, 10 notes, il faudra des mains plus grandes que peut-être avec les tailles de clavier, habituelles, ça ne marche plus pour un pianiste humain normal. Voilà, alors ça permet un petit peu de se rendre compte de quel, comment sonne chaque mode. Maintenant, si on veut retrouver un mode qu'on aurait trouvé intéressant en feuilletant le site, il y a
j'ai plusieurs outils il y a un outil de recherche qui est un peu c'est un moteur de recherche, donc il y a une base de données, on peut l'interroger en en cherchant des modes par nom, en spécifiant les notes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour une gamme diatonique, 1, 2 bémol 3, hem, si on veut des gammes mineures ou bien des intervalles, des structures intervalliques et c'est un petit peu comme chercher quelqu'un, dans un bottin de téléphone, sauf que le problème avec ces 5,5 millions de modes, tous n'ont pas un nom parce qu'ils ne font pas partie, je dirais d'une tradition musicale ou d'une pratique musicale, courante ou connue et il y a un indicateur, qui est un peu notre numéro de téléphone, un identifiant unique pour chaque mode qui est sa structure intervallique. Alors ça, c'est quelque chose qui est connu dans la pratique musicale parce que c'est assez pratique pour les musiciens, les ça vous donne tout de suite la structure interne du mode, à savoir le nombre de pas ou de touches qui séparent chacun des degrés du mode. Par contre, ça ne dit pas grand-chose sur son contexte, sur son lien avec les autres modes et pour ça, je dirais les coordonnées qui correspondent un peu à cet atlas de cartes, je vais vous montrer un petit peu comment il est organisé. Heu, on se retrouve avec un cinctuple de chiffres qui donne un petit peu la position de chaque mode par rapport au reste. Alors le 1er choix, si on veut un peu, feuilleter ce bottin, le premier choix qu'on peut faire, c'est de décider combien de notes on veut utiliser en tout, comment on veut diviser l'octave, alors que ce soit 12 ou des quarts de ton, ou des demi-tons et cetera. Une fois qu'on a fait un choix, je sais pas, je me porte par exemple vers 15, j'ai le choix entre des échelles qui contiennent 7, 11 ou 13 notes, mettons que je choisisse 11 et une fois que j'ai fait ce choix, j'ai une carte des modes heptatoniques dans un tempérament égal de 15 notes. Là-dedans, je dois encore choisir une échelle, je prends la numéro 26, donc la 26e ligne depuis le haut. Là, il y a 2 variantes, une variante mineure et une variante majeure et j'en choisis une et ensuite un dernier numéro qui identifie le mode au sein de cette échelle. Alors pour revenir à l'exposé précédent qui parlait de tous les débats, autour de la notation des dièses, des bémols microtonaux, là, nous avons pris le parti le plus simple et qui est pas forcément le plus parlant pour les musiciens d'utiliser des chiffres qui, nous font, éviter ce débat mais évidemment, parlent peut-être sans doute beaucoup moins, aux aux musiciens et donc ça, une dernière chose peut-être, si on veut partir à la découverte de modes, inconnus, c'est qu'on n'est pas toujours obligé de partir en voyage très loin de chez soi. On peut aussi faire le tour du pâté et explorer le périmètre, autour de là où on se trouve. Donc, la, mmh, l'échelle excusez-moi, la cloche diatonique, comme elle nous donne une carte aussi de tous les modes du voisinage, nous permet de trouver facilement des modes associés qui font soit partie de la même échelle, soit d'échelles proches, soit par des relations de symétrie et cetera. On peut passer, d'un mode à l'autre et ça m'amène, un petit peu à ma conclusion qui est, que je vais terminer cet exposé par 2 questions, je dirais, fondamentales, sous-jacentes à tout ce projet. C'est la première, c'est, jusqu'où peut-on pousser cette, métaphore géographique? C'est qu'on a, est-ce que la proximité, géographique sur la carte correspond vraiment à une, proximité, musicale? Alors, je vais expliquer un petit peu l'interprétation qu'on peut avoir, de de ces 2 axes et quelque part on définit, je dirais, une distance solfégique d'un mode à l'autre, où on des une distance qui est un peu, je dirais, basée sur l'ajout et le retrait d'altérations aux notes naturelles. Alors en fait, ce système marche très bien parce que là, vous avez le haut de la cloche heptatonique, originale avec, les 6 échelles utilisées, dans le jazz et chacun de leur mode et là, je dirais, c'est vraiment une des grandes qualités de cette, représentation, c'est que je pense que elle a cette vertu pédagogique, on va dire, de représenter de façon naturelle et logique, tout le solfège et la question qui se pose, c'est, jusqu'où peut-on étendre, ce système qui marche, remarquablement bien au début, mais la question reste ouverte pour la suite. Il y a notamment les choses se compliquent au niveau de ce que Pierre appelle la barrière énarmonique, c'est-à-dire, quand à force d'étendre, d'écarter les notes, à coups de dièse et de bémol, on atteint une fois le sol dièse et le la bémol, ce qui sur un clavier de piano, correspond à la même note
et à ce moment-là, les choses ne sont plus aussi claires. Mais je voudrais conclure cet exposé en rappelant que enfin, l'intention qui est derrière ce projet est vraiment pas je dirais d'expliquer le solfège, mais plutôt de su de susciter, la découverte et la curiosité et je pense que quelque part, cette construction donne des pistes à suivre si on veut partir à la à la découverte des modes puisqu'il y a des choses très intéressantes qu'on peut faire en promenant un motif à travers tous ces colonnes, de modes, le long de la cloche et et je vous invite donc, finalement à essayer par vous-même aussi. Je pense que ça, la force de je dirais la force de ce site, c'est pour ça qu'il a été conçu un peu comme une espèce de boîte à outils, boîte à idées, pour pouvoir expérimenter avec des outils relativement simples, ce qu'on peut faire, ou pas. Alors c'est avec ces modes diatoniques. Voilà, je suis arrivé au bout de mon exposé. Je vous remercie et s'il y a des questions, ben, je serais ravi d'y répondre. Merci beaucoup, Julien, pour cette magnifique présentation. Je pense que tu es vraiment un exemple de comment est-ce qu'on peut collaborer, comment est-ce que les collaborations entre compositeurs et scientifiques peuvent vraiment se développer. Et l'outil que tu as mis en place, cet atlas interactif, est vraiment une invitation, je pense que tu l'as dit très bien, à tout le monde à explorer des univers nouveaux, d'autant plus que maintenant il y a la microtonalité à disposition. Donc, voilà, je suis très curieux de voir comment est-ce que les développements futurs, surtout les retours de la part des utilisateurs, toi aussi, j'imagine. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que tu peux déjà quitter le partage d'écran comme Oui, ça et on va voir s'il y a des questions de la salle. Oui, Gilles Baron. Ah, il faut démuter. Il faut te démuter. Donc, mais, Ouais, c'est bon là, tu m'entends? oui, salut Gilles. Salut Julien, je suis bien content de te revoir. Moi Juste aussi. une petite question. Oui, Dis-moi, est-ce que ça serait vraiment difficile de faire tes cloches harmoniques pour d'autres tempéraments? alors ça, c'est une question qui revient souvent. Je dirais pour Voilà. l'instant, on a la alors je pense qu'il faudra il faudrait adapter les timbres au tempérament aussi. C'est une question qui revient souvent sur la généralisabilité, de ces cloches. Parce que si vous allez dessus, vous allez voir qu'il n'y a pas toutes les combinaisons qui sont, possibles entre le nombre de notes et puis le nombre, de notes dans l'octave et le nombre de notes dans l'échelle Ouais. et je dirais, on part de l'hypothèse, je dirais qui nous donne une certaine assurance de ne pas nous tromper, de ne pas prendre de risques, on va dire. On se tient loin des difficultés en supposant que tout est en tempérament égal, mais a priori, c'est le résultat d'une combinatoire. Donc, c'est plutôt les relations entre les notes que, enfin, nulle part n'est fait mention, n'est spécifié la fréquence précise des notes avec lesquelles on travaille. Donc, j'aurais envie de dire, on pourrait changer les tempéraments, euh, ça devrait être possible. Ok. Donc, parce que c'est vraiment ce qui compte, c'est d'avoir 7 notes dans 12 ou 15 dans 24 ou des choses, non pas 15, 17 dans 24, c'est des choses comme ça. Mais la hauteur à proprement parler, en tout cas, n'intervient nulle part dans la construction. je vois Laurent Potier qui aimerait poser une question. Laurent? Oui, merci beaucoup pour cet exposé très intéressant. Je veux savoir si si vous aviez regardé un peu les échelles heptatoniques utilisées par François Bernard Mage dans plusieurs de ses pièces. Non, alors ça, j'ai perdu, enfin, j'ai pas que j'ai perdu, j'ai passé beaucoup de temps à mettre sur pied ceci, mais c'est vrai que je suis pas parti dans toutes les utilisations qui sont faites de la musique, microtonale. Alors ça m'intéresserait beaucoup d'en savoir un petit peu plus, mais là, c'était vraiment je dirais une extension de ce projet initial, sans forcément aller à la rencontre d'autres musiciens pour l'instant et d'autres pratiques, musicales. Je dirais pour l'instant, Ça j'ai peut déjà venir. essayé d'avoir un site qui soit qui soit à peu près utilisable et puis, si, d'autres personnes, bah, commencent à l'utiliser, je serais ravi et aussi de discuter, puis d'avoir des retours, d'éventuelles, utilisatrices, utilisateurs de ce site. Merci. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon,
Ah, il y a Louis Bigot Ah, Louis Bigot. que je vois agiter la main. Oui, bonjour Julien, merci pour l'exposé. Je me posais la question en fait. Parfois, il arrive dans une pièce. Alors, c'est une question qui pas forcément sur les cloches microtonales, mais plutôt sur les cloches de manière générale. Il arrive que dans une pièce, il y ait certains passages qui soient un peu modales, et puis ensuite qu'on revienne un peu, que ce soit juste des endroits isolés, et qu'on change de mode de manière un peu ponctuelle. Et j'imagine que ça peut s'associer finalement à un mouvement en fait dans l'espace dans l'espace de la cloche diatonique. Et du coup, voilà, c'est pas forcément une question, c'est plus un commentaire, une réflexion. Je me demandais si, en termes d'outils de composition, au-delà de la sélection d'un mode pour la composition d'une pièce, voilà, il pourrait y avoir cette idée de déplacement dans la cloche, et si finalement, dans les changements de mode qu'on voit dans des pièces, alors même si c'est restreint même à la division en 12 parties et aux modes les plus courants, il y a sûrement des sortes de trajectoires ou de mouvements dans la cloche diatonique qui sont plus courants que d'autres, plus utilisés que d'autres, et à terme, ça pourrait être intéressant je ne sais pas si on aurait des outils qui permettent de détecter un peu en quelque sorte, un peu automatiquement les modes qui sont utilisés, et voir à quels sont les mouvements privilégiés, quels sont les voyages privilégiés un peu dans cette cloche diatonique en termes de changement de mode au cours d'une même pièce. Oui, alors merci Louis. Alors, effectivement, ces trajectoires, c'est quelque chose qui a tout de suite intéressé Pierre dès le début. Et c'est pour ça qu'il avait mis en place tout ce dispositif dans Logic où il pouvait, avec un paramètre MIDI, balayer un petit peu toutes les échelles, tous les modes, et puis faire un morphing de musique au fur et à mesure qui suivait un petit peu, notamment ces trajectoires verticales le long de la cloche. Et je dois dire que le résultat était assez intéressant. Là, le problème, c'est qu'avec l'infrastructure qu'on a pour ces outils microtonaux, en fait, on les a pas sur le site. Là, il faudrait vraiment aller dans Max ou enfin, des logiciels un petit peu comme ça. Je pense qu'ils pourraient traiter ça sur un ordinateur local. Alors là, comme le site a été conçu, alors c'était presque plus comme un outil dans une perspective de composition que d'analyse. Alors je pense qu'on pourrait, comme tu dis, voir s'il y a des chemins privilégiés. Ça, c'est tout à fait possible et ça serait sans doute intéressant. Heu, Maintenant, enfin, on l'a pas encore fait. Et puis, heu et puis pour le reste, bah, c'est vrai que ça fait quelques années que je me pose la question, de pouvoir vraiment expérimenter plus. Alors là, on est un petit peu limité en restant sur le site, et puis j'imaginais plutôt de faire ça dans des patchs max, des choses comme ça qui pourraient aller interroger la base pour retrouver notamment les structures intervalliques, des choses comme ça. Et puis après pouvoir travailler sur le son et créer directement des exemples sur place. Est-ce que ça répond à ta question? Merci. Bien, je suis un peu désolé, mais on doit interrompre la discussion, mais peut-être la déplacer du coup dans notre salon privé, sur Discord. Donc, Julien, on te remercie. Merci à vous. Merci aussi à François Paris précédemment. Je ne sais pas si je l'ai remercié, mais en tout cas, voilà, disons, cette première séance de la journée est enfin. On avait prévu un quart d'heure de pause. Peut-être on peut réduire un petit peu la pause, puisqu'on est en retard. Je vous propose de la réduire voilà, une dizaine de minutes, juste en fait, pour permettre voilà, les changements, les essais, etc., prendre un petit café pour redémarrer. Et je vous propose donc de reprendre à 10h25. Comme ça, on ne va pas prendre trop de retard, si ça vous dit. Donc, je mets un petit message